sur i24 News, c'est le morning. Voici les titres à la une de l'actualité. Ce matin, un attentat tout d'abord contre une famille palestinienne près de Naplouse. Un bébé palestinien est mort cette nuit après l'incendie de sa résidence. Ses parents et deux de ses frères sont dans un état critique. Sur les lieux, un tag avec l'inscription « Vengeance » a été retrouvé. On viendra également sur cette attaque hier à Jérusalem. 6 participants de la Gay Pride ont été blessés à coups de couteau par un juif ultra-orthodoxe. Personne n'a été tué, mais l'un d'entre eux, une jeune fille âgée de 16 ans, est toujours dans un état jugé critique ce matin. Et puis de nombreux indices concordent pour dire que les débris d'avions découverts sur une plage de l'île de la Réunion hier proviennent bien du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, disparu il y a 1 an et demi avec 239 personnes à son bord. Et bien, vous connaissez le phénomène des candidats au djihad. Et bien, l'inverse existe également, mener l'anti-djihad. C'est ce que font en ce moment plusieurs Français, notamment d'anciens militaires en Syrie et en Irak pour lutter contre l'organisation État islamique. On reviendra sur ce phénomène dans cette édition. Bienvenue à tous. Un bébé palestinien âgé d'1 an et demi à peine est donc mort cette nuit suite à l'incendie de sa résidence dans un attentat près de Naplouse, en Cisjordanie, dans le village de Douma. Les assaillants ont tagué « Prix à payer ». Vengeance et longue vie au Messie. Sur les murs de la maison incendiée, vous voyez les premières images qui nous parviennent. La famille de la victime souffre de brûlures et de blessures dues à l'inhalation de la fumée. Les parents de l'enfant et 2 de ses frères et sœurs sont toujours dans un état critique. Ils sont hospitalisés actuellement. Myriam, l'armée israélienne confirme l'attentat ce matin et parle d'un attentat terroriste barbare. Effectivement, un événement absolument dramatique qui a immédiatement été condamné. C'est une véritable chasse à l'homme qui est actuellement organisée dans les territoires. L'armée israélienne doit montrer aujourd'hui que ce genre de crime, il est impossible qu'il reste impuni et qu'il est aussi scandaleux et absolument impardonnable qu'un attentat de type palestinien. C'est aujourd'hui une règle à tenir et l'armée israélienne a déjà établi plus d'une dizaine de barrages dans ce secteur de Cisjordanie, dans les alentours de Shrem, à la recherche des responsables dont on ne sait pas grand-chose pour le moment. Selon les premiers témoignages qui parviennent, ce seraient des hommes qui étaient cagoulés, qui auraient cassé les vitres de 2 maisons à l'extrémité de ce village, aux alentours de 2 h du matin. Une de ces 2 maisons était inhabitée. Dans la 2e maison vivait cette famille d'Awansa, et donc une famille qui est aujourd'hui dans un état critique pour plusieurs de ses membres et un des bébés qui a perdu la vie. Et les forces de l'ordre israéliennes, mais également la police criminelle qui sont sur place, tant pour récolter des indices que pour retrouver les responsables. Alors évidemment, on l'a dit, l'enquête suit son cours. Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais ce n'est pas la première fois qu'une habitation palestinienne est incendiée dans les territoires. Quel est le profil des assaillants dans les cas précédents? Alors d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est le signe d'une escalade de violence qui se poursuit depuis plusieurs mois aujourd'hui en Cisjordanie, dans les villages palestiniens, dans les villages juifs et même dans le secteur du Mont du Temple à Jérusalem. Une escalade de violence et des responsables qu'on a identifiés à plusieurs reprises en ce qui concerne les tags, puisque pour le moment on a identifié des tags qui semblent mener à une certaine identification des responsables, ou en tout cas d'où ils viennent. Ce seraient des juifs extrémistes et radicaux, peut-être de type de ceux qu'on appelait jusqu'à présent les jeunes des collines, ces bandes de voyous, donc radicaux juifs qui habitent dans ces villages de Cisjordanie et qui se sont rendus à plusieurs reprises responsables de tags et d'agressions envers la communauté palestinienne. Alors pourquoi maintenant, est-ce que le contexte, vous en parliez, a mis le feu aux poudres? Est-ce que la tension est plus vive que d'habitude entre juifs et palestiniens dans les territoires? Alors sans aucun doute plus vive que jamais. On peut remonter déjà à ces 48 dernières heures pour montrer des tensions extrêmement vives. D'abord entre les habitants des implantations et les forces de l'ordre israéliennes, avec cette destruction de 2 bâtiments à Bethel, cette évacuation de Sanour, et puis ce ras-le-bol qu'on sent des habitants des implantations envers le gouvernement israélien, une colère qui était perceptible ces 72 dernières heures. Il suffit de remonter jusqu'à dimanche pour revenir aux incidents du Mont du Temple, de Al-Aqsa, le jour du jeûne du 9 Av, le jour où les Juifs marquent la destruction du second temple et où il y a eu de nombreux clashs avec les Arabes israéliens et la population palestinienne sur place, avec des pierres qui ont été jetées et des cocktails Molotov également sur les Juifs qui étaient en prière pendant cette journée de jeûne. Et il suffit de remonter également quelques semaines en avant pendant le Ramadan pour se rappeler de ces 3, 4, 5 dramatiques attentats
terroristes palestiniens qui ont également coûté la vie à plusieurs Israéliens. Une situation qui ne cesse de se dégrader. Alors justement, à la lumière de ce que vous dites, est-ce qu'il faut s'attendre à une situation qui va dégénérer dans les heures qui viennent, que ce soit dans les territoires, mais également à Jérusalem, avec les prières du vendredi sur la mosquée Al-Aqsa? Alors qu'elle dégénère, c'est déjà un fait, et puis dans tous ces lieux, donc on a parlé de Jérusalem, mais également de la Cisjordanie, et cela fait déjà depuis 3 mois qu'on sent cette dégradation de la situation progressive, avec des violences qui vont monter au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, eh bien, ça va dépendre de 2 choses. D'abord, est-ce que l'appel du Hamas à cette journée de colère qui a été lancée immédiatement après cet attentat va être écouté ou pas? Est-ce que Mahmoud Abbas va faire ou pas un appel au calme, et est-ce qu'il va être écouté? Les forces de l'ordre israéliennes aussi ont une sérieuse épreuve de force aujourd'hui, puisqu'elles vont devoir peut-être avoir une présence massive en Cisjordanie et à Jérusalem, ce qui d'un côté ne risque que d'accentuer les tensions, et puis de l'autre est nécessaire pour tenter de maintenir un minimum le calme, ou en tout cas de contrôler, si possible, la situation. Il semble en tout cas que de tous bords, il y ait aujourd'hui des dénonciations de l'impasse diplomatique et politique du conflit israélo-palestinien. C'est la première conclusion qui est tirée par tous les éditorialistes ce matin. Merci beaucoup Myriam. Le Hamas donc qui appelle à une journée de la colère aujourd'hui à Jérusalem et dans les territoires palestiniens. Et on l'a dit, ce phénomène de tags, de haine, du prix à payer n'est pas nouveau. Les tags ressurgissent tous les quelques mois depuis plusieurs années sur des maisons palestiniennes ou sur des lieux de culte, qu'ils soient musulmans ou chrétiens dans les territoires. Maurice, on tente de comprendre un petit peu mieux avec vous quel est ce phénomène dit du prix à payer. Oui, alors disons tout de suite que le prix à payer Tag Mehrir n'est pas une organisation enregistrée avec des adhérents. C'est une espèce de mouvance d'activistes qui s'organisent ad hoc pour perpétrer des actes contre des Palestiniens. Alors à l'origine, l'objectif de ces groupes était de dissuader les Palestiniens d'entreprendre des actions contre les habitants des implantations en Cisjordanie. Par exemple, la première action a eu lieu en juillet 2008 après des affrontements entre des habitants juifs des territoires et des Palestiniens et les forces de sécurité lors de l'évacuation d'une habitation dans l'implantation illégale de Hadiad. En 2009, le caractère des activités change radicalement suite à la décision du gouvernement de geler la construction dans les territoires. Les actions de Tag Mehrir se multiplient et sont dirigées non plus contre les Palestiniens, les terroristes palestiniens, mais contre la politique du gouvernement israélien dans les territoires. Et donc, ça prend une couleur politique. En 2011, le Shabak, les services de secret, considère que les actions donc ont changé de type, d'actes de riposte spontanés. Les activités de ces extrémistes sont devenues organisées, planifiées et s'assimilent à des activités de réseaux terroristes. Alors, selon certaines sources sécuritaires, les militants qui se réclament du prix à payer seraient plusieurs centaines. Certains estiment même leur nombre à environ 3000. Alors, ces dernières années, les activités se sont également diversifiées. Elles sont aussi dirigées contre les chrétiens des territoires et même des Arabes israéliens. Leur problème, bien que dès 2013, le ministère de la Défense ait qualifié ces groupes de terroristes, les services secrets ne sont pas encore parvenus à les infiltrer pour prévenir leurs actions. Et lorsque des dossiers sont ouverts, il est très rare qu'on parvienne à un acte d'accusation et encore moins à des condamnations. Voilà, sauf que cette fois, ça finit évidemment de façon tout à fait tragique et dramatique avec la mort d'un bébé palestinien. Et le seul précédent où un jeune homme a été assassiné dans ce genre d'affaires, c'est le cas du jeune Mohamed Abourdir. On s'en souvient, il a été brûlé vif, Myriam, à Jérusalem l'été dernier. Un geste de vengeance suite à l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens toujours dans les territoires. Là aussi, ce matin, il y a écrit vengeance sur le tag de cette maison incendiée. Vengeance de quoi? Alors vengeance, il faut avant tout souligner que ce ne sont pas des organisations politiques, mais bien des organisations tout à fait radicales qui, oui, elles sont organisées et c'est en soi un problème aujourd'hui. Et c'est a priori une vengeance contre les Palestiniens, leur volonté d'avoir un État, et puis contre les précédents attentats terroristes qui avaient cette fois-ci visé des victimes juives. Mais il semble en tout cas que le gouvernement israélien et l'armée veulent aujourd'hui prendre la proportion de la menace que peuvent représenter ces extrémistes juifs aujourd'hui et ne plus laisser passer d'incidents aussi graves et supplémentaires. Ce matin, à noter la première réaction et la déclaration quasi immédiate de Moshe Ya'alon, le ministre de la Défense israélien. Il s'agit d'un attentat terroriste des plus graves et nous poursuivrons les responsables jusqu'à ce que nous les capturions.
Voilà, ferme condamnation en tout cas de l'armée et des responsables politiques israéliens. Voilà ce qu'on pouvait dire jusqu'à présent sur cette affaire, ce bébé palestinien mort cette nuit dans sa maison qui a été incendiée près de Naplouse. On y reviendra évidemment tout au long de nos éditions. Et puis l'autre grand titre ce matin, cette attaque, cette fois à Jérusalem, c'était hier. 6 participants de la Gay Pride ont été blessés à coups de couteau par un juif ultra-orthodoxe. Alors personne n'a été tué, mais l'un d'entre eux, une jeune fille âgée de 16 ans, est toujours dans un état jugé critique ce matin. Retour sur les faits, signé Elsa Mourgue. Des pleurs, des cris, entrecoupés par le son des sirènes des ambulances. La Gay Pride de Jérusalem venait de commencer quand elle s'est transformée en scène d'attentat. Selon des témoins, un juif ultra-orthodoxe aurait sorti un couteau et poignardé toutes les personnes qui se trouvaient sur sa route. 6 participants à la marche ont été blessés, un l'est grièvement. L'assaillant a été identifié par les services de police. Il n'en est pas sa première agression homophobe. Il s'agit de Yishai Schlissel. L'homme est sorti de prison il y a 3 semaines. En 2005, il avait déjà blessé 3 participants de la Gay Pride et venait tout juste de finir de purger sa peine. Les organisateurs de cette marche de la tolérance avaient pourtant pris soin d'éviter les quartiers les plus religieux de Jérusalem pour atténuer les risques de confrontation avec une population particulièrement conservatrice. Depuis la première marche des fiertés à Jérusalem en 2002, les violences contre ses participants se sont multipliées malgré un renforcement de la sécurité policière pour l'occasion. La classe politique israélienne dans son ensemble a très vite condamné cette attaque et des médias ultra-orthodoxes ont d'ailleurs qualifié l'assaillant de terroriste. Et on vous retrouve à Jérusalem, Daniel Haïk. Alors on l'a dit, Yishai Schlissel, l'assaillant, a été libéré de prison il y a 3 semaines à peine pour des faits exactement similaires commis à la Gay Pride en 2005. Quel est le profil de cet homme ? Bien, il s'agit d'un père de famille de 40 ans qui habite à Modin-Elit, une localité orthodoxe près de Tel Aviv. Selon ses proches, c'est un homme normal, au comportement normal, qui est tout à fait conscient de ses faits et gestes. Et la preuve, c'est que justement la justice israélienne, lors de sa première agression contre des participants à la Gay Pride en 2005, elle avait condamné à 12 années de réclusion, considérant qu'il ne pouvait pas s'agir d'un déséquilibré mental. Il a été libéré avec une réduction de peine de 2 ans il y a à peine quelques semaines. C'est donc un homme apparemment normal. On pourrait le définir peut-être en des termes talmudiques comme un zélote, un homme qui fait du zèle, pas obligatoirement toujours de manière positive. Ouais, et c'est le moins qu'on puisse dire. Daniel, les médias très critiques contre la police ont révélé depuis l'incident que Yishai Schlissel avait publié sur Internet une lettre dénonçant l'abomination que constituait, selon lui, cette Gay Pride de Tel Aviv. Et pourtant, la police n'a rien fait. Est-ce qu'on peut clairement parler ce matin de faille de tout le système de prévention de la police ? On peut, Barbara, parler même de bavure véritable de la part de la police. Les responsables de la police ne cherchent même pas à le cacher. Ils reconnaissent qu'il y a eu une véritable bavure. Il aurait été normal, dans les circonstances de la Gay Pride d'hier, qu'un homme comme Yishai Schlissel soit maintenu dans un commissariat de police durant toute la durée de la Gay Pride, toute la durée du défilé. Cela n'a pas été le cas. En plus, Yishai Schlissel avait déjà prévenu au cours des 2 dernières semaines, depuis sa sortie de prison, qu'il avait l'intention de récidiver. Il avait dit qu'il fallait terminer le travail contre ce qu'il a appelé les impurs. Donc la police n'avait même pas besoin de services de renseignement particulièrement sophistiqués pour le mettre d'une certaine manière en résidence surveillée et le contrôler. Elle ne l'a pas fait. Et on dit aujourd'hui qu'au sein de la police, il va y avoir des sanctions très vives, en particulier concernant les responsables du district de Jérusalem. Alors vous l'avez dit, Schlissel a expliqué avoir agi au nom de Dieu. Est-ce que pour une certaine frange de la communauté ultra-orthodoxe, notamment à Jérusalem, cette Gay Pride est considérée comme une provocation? Est-ce que la tension est quotidienne entre cette population ultra-orthodoxe et puis les libéraux, les laïcs de la ville? Écoutez, pour une partie importante du monde orthodoxe, ultra-orthodoxe, cette Gay Pride n'est pas seulement une provocation, c'est même c'est une abomination selon le terme biblique. C'est une abomination, mais toute cette population orthodoxe s'est démarquée publiquement, en tout cas ses leaders spirituels, les rabbins, les grands rabbins d'Israël, les grands rabbins de Jérusalem se sont publiquement démarqués hier très rapidement de l'acte de Schlissel. Ils l'ont qualifié d'acte criminel encore plus grave qu'un crime et de rappeler que la Torah
aura interdit, bien entendu, de tuer son prochain et que c'est encore beaucoup plus grave que l'abomination, ce que eux considèrent comme une abomination, l'acte de l'homosexualité. Mais il est clair qu'il y a dans la communauté orthodoxe, d'un côté, une volonté de ne pas laisser ce genre de gay pride se produire à Jérusalem, mais d'un autre côté, une condamnation sans appel d'actes de violence de ce type. Merci beaucoup, Daniel Haïk, depuis Jérusalem. Un mot également ce matin du mystère autour du Boeing 777. Les débris d'avions trouvés hier sur l'île de la Réunion convergent pour noter qu'il s'agit bien du vol MH370. Ce vol, vous le savez, de la Malaysian Airlines disparu il y a 1 an et demi avec 239 personnes à son bord. Regardez. L'un des plus grands mystères de l'aviation civile peut être éclairci par la découverte d'un débris à La Réunion. Long de 2 mètres, il pourrait s'agir d'un flaperon de Boeing 777, un petit volet disposé en bordure des ailes d'avion que les pilotes actionnent au décollage ou à l'atterrissage. Pour le Premier ministre malaisien qui s'est exprimé sur Facebook par un communiqué, ce débris vient très probablement d'un Boeing 777, alors que les spéculations montent sur le fait qu'il pourrait s'agir du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Le chef du gouvernement malaisien appelle toutefois à la prudence et déclare que des vérifications sont encore nécessaires. Cependant, si cela était confirmé, ce serait une incroyable avancée pour les autorités australiennes. C'est la première fois qu'un débris a une chance d'être identifié comme étant une partie de l'appareil. Et donc si ce fait est confirmé, c'est certainement une percée. Et cela met réellement en évidence le fait que l'appareil s'est abîmé dans l'océan Indien. Les familles des victimes ont-elles, pour certaines, un ressenti différent? Donc la nuit dernière, quand nous avons entendu cette information, tout le monde se consolait, on a discuté ensemble, puis finalement, tout le monde pensait qu'il ne fallait pas y croire. Même si nous découvrons que ces débris appartiennent au MH370, il n'y a pas de preuve que nos proches étaient à bord de cet appareil. Autre fait notable, un morceau de valise marron a été retrouvé au même endroit. Le débris va être acheminé dans les locaux du BEA, le service d'enquête de l'aviation civile situé à Toulouse. L'enquête se poursuit sur le lieu de la découverte. Une dizaine d'experts malaisiens sont arrivés à La Réunion. Le mystère reste pour l'instant entier. Le 29 janvier dernier, la Malaisie avait officiellement déclaré que sa disparition était un accident et que les passagers et l'équipage étaient présumés morts. Et puis la tension ne cesse de s'accroître entre la Turquie et le PKK. 3 soldats turcs ont encore été tués hier dans une embuscade alors que l'aviation turque a de nouveau répliqué. Une trentaine de F-16 seraient impliqués dans ces raids d'une rare intensité. Elsa Mouk. Guerre ouverte entre le gouvernement turc et les Kurdes. Ces derniers multiplient les actions de guérilla, tandis que l'armée bombarde quotidiennement les bases arrières du PKK, le Parti des travailleurs kurdes. Jeudi matin, 3 soldats de l'armée turque et un kurde du PKK ont été tués dans des échanges de tirs. Peu après, un policier et un civil ont également été tués dans une attaque qui n'a pas été revendiquée mais attribuée au PKK selon les médias turcs. Depuis l'attentat de Suruç, où 32 jeunes militants de la cause kurde ont trouvé la mort, la Turquie connaît un regain de violence, car l'attentat attribué à l'État islamique a suscité la colère des Kurdes contre Ankara, accusés de ne pas protéger la population locale. En fermant les yeux, la Turquie a facilité le passage de milliers d'étrangers venus se battre dans les rangs de l'État islamique, et c'est pour cela que nous connaissons les attaques terroristes que nous vivons aujourd'hui. Au cours de la dernière semaine, la Turquie a semblé s'engager dans la lutte contre Daesh, mais les Kurdes dénoncent une tentative de cacher la guerre qui leur est faite. Les appels au calme sont de plus en plus nombreux. En tant qu'avocats, nous sommes formellement opposés aux violences, fusillades et à la guerre. Cela n'apportera rien de bon ni aux Turcs ni aux Kurdes. On demande que l'offensive cesse au plus vite. Le PKK et le gouvernement turc avaient signé une trêve en mars 2013. Mais en luttant contre les djihadistes de l'État islamique, les Kurdes de Syrie et de Turquie ont conquis près de la moitié des 900 km de frontières qui séparent la Syrie de la Turquie. Ankara voit dans ces avancées la possibilité accrue de revendication d'autonomie de la part de la population kurde.
Voilà, et toujours dans cette région, vous le savez, on connaissait le phénomène des candidats au djihad. Eh bien l'inverse existe également, mener l'anti-djihad si vous voulez, c'est ce que font en ce moment plusieurs Français, notamment d'anciens militaires en Syrie et en Irak, pour lutter contre l'organisation État islamique. Ils font partie de la milice Dwek Nosha, une organisation en pleine expansion. Exactement. Alors qui sont les Dwek Nosha? Ce sont les futurs martyrs. En araméen, ils forment une organisation qui est née déjà en 2014 en Irak, avec pour objectif une sorte de guerre du bien, soit défendre les chrétiens. Alors elle compte dans ses rangs déjà des vétérans britanniques, américains, et puis il y a une branche en France. Le groupe Dwek Nosha est un groupe qui est né au lendemain des attentats de janvier. Il y a quelques mois, il comptait plus de 1700 personnes il y a quelques jours, avec un site, avec plusieurs pages Facebook où on peut lire ainsi que de plus en plus de Français se renseignent sur les moyens de se rendre en Syrie et surtout en Irak pour combattre donc les extrémistes. Alors des candidats potentiels qui sont, attention, triés sur le volet. Il faut s'assurer que le combattant n'ait pas envie juste de s'offrir des vacances à haut risque. Résultat, des Dwek Nosha qui n'ont pas forcément de formation, mais qui ne peuvent rester sans rien faire. Écoutez, un volontaire américain de Dwek Nosha, il est déjà sur place à Al-Qosh en Irak. Je ne peux pas rester à la maison et regarder de loin ce qui se passe ici. Les atrocités, les crucifixions, les viols, l'esclavage sexuel, les gens en train d'être chassés de leur ville. C'est inacceptable. Alors, je suis venu ici pour faire de mon mieux pour reprendre ces villes et faire en sorte que les gens retournent chez eux. Voilà, on a bien compris, des combattants qui sont bénévoles, pas rémunérés. Au contraire, ils doivent prendre en charge leurs équipements, ce qui coûte cher. On écoute un autre volontaire américain. Je ne suis pas payé du tout. Je suis nourri, armé et vêtu, etc. Mais je paye le prix de tout l'équipement dont j'ai besoin avec mes économies. C'est l'argent que j'ai mis de côté moi-même pour ça. Parce que je crois énormément en cette cause. Je suis prêt à tout sacrifier. Voilà, alors des sacrifices qui n'empêchent pas en tout cas cette milice de progresser. Des représentations aux Antilles, en Suisse, sont en train d'être mises en place et une antenne a été créée en Belgique ce mois-ci. Voilà, pour cette organisation. Merci beaucoup, Peter. Et puis, l'ultra-terroriste Samir Kuntar pourrait figurer parmi les 5 hommes tués dans la frappe attribuée à Israël en Syrie il y a moins de 48 heures. Kuntar a passé de nombreuses années dans les geôles israéliennes pour un attentat barbare commis en Galilée. C'était dans les années 70. L'information de son élimination n'a pas été confirmée par le Hezbollah. Maxime Pérez. Au lendemain de la frappe attribuée à Israël en Syrie, le mystère plane toujours sur la cible du raid et ses objectifs. La télévision du Hezbollah Al-Manar a été la première à relater l'incident, annonçant même que 2 de ses membres avaient été tués dans l'attaque. Cette dernière se serait déroulée près du village druze de Khader, sur la partie syrienne du plateau du Golan, à tout juste 3 km de la frontière israélienne. Un drone aurait survolé cette localité réputée pro-Assad, avant de lâcher un missile sur au moins un véhicule transportant des hommes appartenant au Comité populaire, une milice supplétive de l'armée syrienne. Voici la seule photo supposée montrer la carcasse fumante du véhicule. Et voici ces 3 victimes, des combattants druzes opérant directement sous les ordres du terroriste Samir Kuntar, l'une des bêtes noires d'Israël. Selon des sources libanaises, Samir Kuntar et son lieutenant auraient été les 2 autres victimes de la frappe israélienne. Une information démentie par leurs proches et qui surtout n'a pas été confirmée jusqu'ici par le Hezbollah. Nul doute qu'un tel assassinat provoquerait une réaction violente de l'organisation chiite libanaise, car Samir Kuntar n'est rien d'autre que l'un des chefs du Hezbollah en Syrie. À sa sortie de prison en 2008, suite à un échange de prisonniers avec Israël, Kuntar est accueilli en héros par Hassan Nasrallah, devant des milliers de partisans à Beyrouth. Plus tard, c'est l'Iran qui en fait un symbole de la lutte armée contre Israël. Le voici à l'image avec l'ancien président iranien, Mahmoud Ahmadinejad. Depuis que le Hezbollah est impliqué militairement en Syrie, la mission de Samir Kuntar n'a jamais été dissimulée. Ouvrir un nouveau front contre Israël depuis le plateau du Golan. Ce projet est une ligne rouge pour les responsables de l'État hébreu. Tzahal a le feu vert pour agir de manière préventive, comme en janvier dernier, lors d'une autre frappe attribuée à son aviation dans le secteur de Quneitra. Djihad Mournier et 5 autres responsables du Hezbollah avaient alors trouvé la mort. À l'époque, le Hezbollah avait opté pour la retenue en limitant sa riposte à une attaque à la roquette anti-char contre un convoi de véhicules israéliens. 2 soldats avaient été tués
et la guerre évitée de justesse. Voilà, et toujours concernant le Liban, sachez qu'il croule sous les ordures. Cela fait 10 jours maintenant que les déchets ne sont plus ramassés dans le pays. La décharge, utilisée depuis 18 ans pour desservir notamment la capitale, ses banlieues et la région du Mont-Liban, a été fermée. Depuis, le cabinet se déchire et n'a pas réussi à s'entendre sur une solution. Écoutez la réaction de quelques habitants sur place. Ça nous tue. Ça nous tue. بلد ما بتسوى كلها زباله من زعمه من زول. انا بحكي لك كلمه واحده بلد زباله بس. Voilà, le pays est une poubelle et puis c'est tout. Maurice, pourquoi le cabinet libanais ne parvient pas à s'entendre sur une solution? Écoutez, tout d'abord, hier, il y a eu un début de solution puisque le ramassage sporadique a débuté ce matin, mais Beyrouth reste malgré tout envahi d'ordures. Il y a 2500 tonnes d'ordures qui s'accumulent dans les rues chaque jour. Alors depuis plus de 10 jours, vous faites le calcul, vous verrez que c'est énorme. Alors le problème est le problème d'une société qui s'appelle Souklin, qui est chargée de la collecte et de traitement des ordures dans la capitale Beyrouth et dans la région du Mont-Liban. Alors cette société agit en quasi-monopole. Alors la question du gouvernement libanais est de savoir si la compagnie Souklin va maintenir son monopole sur le traitement et la collecte des ordures. Et là, il faut savoir que cette compagnie Souklin est liée à des intérêts politiques très précis. Elle a été notamment créée par le chef de file de la famille Hariri, Saad, qui fut Premier ministre au Liban. Donc des craintes d'intérêt politique autour de cette question. Alors il faut savoir aussi que le prix faramineux estimé à $150 par tonne du traitement et le manque de transparence de la compagnie attisent depuis des années les suspicions dans un pays coutumier de la corruption. Et finalement, Maurice, est-ce qu'on peut dire que cette situation est une métaphore en quelque sorte flagrante de la situation politique du Liban? Ah, bien sûr, Barbara, depuis plus d'1 an, le Liban n'a pas de président. Le Parlement est incapable de se prononcer sur une candidature consensuelle. Un gouvernement totalement paralysé qui ne se réunit d'ailleurs que très rarement et qui ne peut plus prendre aucune décision. Les ministres sont uniquement préoccupés à définir les mécanismes de gestion et n'abordent pas du tout les questions de fond. Alors l'actuel Premier ministre Talman Salman, qui a le soutien de l'Alliance du 14 mars menée par le courant du futur de Saïd Hariri, gère avec difficulté une coalition sunnite chrétienne russe. Il a en face de lui les Hezbollah et... Voilà, merci beaucoup Maurice pour ces explications. Allez, je vous rappelle le grand titre de cette matinée. Un attentat commis cette nuit contre une famille palestinienne près de Naplouse. Un bébé palestinien est mort après l'incendie de sa résidence. Ses parents et 2 de ses frères sont toujours dans un état critique. Sur les lieux, un tag avec l'inscription « Vengeance » a été retrouvé. Le gouvernement israélien a unanimement évidemment condamné cet attentat ce matin. Et des milliers de soldats israéliens sont en ce moment déployés à la recherche des incendiaires, mais également pour parer aux éventuels incidents de la journée. Effectivement, le Hamas a appelé aujourd'hui à une journée de la colère en Cisjordanie, mais également à Jérusalem, notamment à la mosquée Al-Aqsa, où les prières du vendredi vont démarrer dans les prochains instants. Voilà, restez sur i24 News. On développe évidemment ce titre tout au long de nos éditions. Tout de suite, un nouveau journal avec Daniel Atlan. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On va revenir à présent sur l'information de cette matinée. Il s'agit d'un attentat contre une famille palestinienne dans les territoires près de Naplouse. Un bébé palestinien âgé d'à peine 1 an et demi est mort cette nuit suite à l'incendie de sa résidence. Dans cet attentat, donc en Cisjordanie, dans le village de Douma, les assaillants ont tagué « Prix à payer, vengeance et longue vie au Messie » sur les murs de la maison incendiée. La famille de la victime souffre de blessures et de brûlures. Sa mère et son frère sont dans un état critique. On va retrouver notre correspondant Maxime Pérez. Vous êtes avec nous. Que sait-on exactement de la situation de la famille de la victime qui ont été transférés dans un hôpital israélien à l'aube?
Oui, l'état de santé de la mère et du frère de cette famille palestinienne de Douma s'est aggravé ces dernières minutes. Selon des sources hospitalières, leur état serait désormais qualifié de désespéré et sont toujours en soins intensifs, évidemment, soignés par des médecins israéliens. Alors un mot, Maxime, des réactions ce matin dans la classe politique et militaire israélienne. Les condamnations sont unanimes. Oui, sans surprise. Véritablement, les réactions politiques continuent de pleuvoir. On peut déjà évoquer celle de l'autorité palestinienne il y a quelques minutes, qui accuse le gouvernement israélien de porter la responsabilité de cet acte barbare du fait, je cite, de son soutien à la colonisation. Et puis, il y a quelques instants, le chef de l'opposition israélienne, Yitzhak Herzog, chef de file du camp sioniste, qui rappelle que cet acte nous renvoie à ce qui s'était passé il y a plus d'un an, quand le jeune Mohamed Abou Khadir avait été brûlé vif par de jeunes extrémistes juifs à Jérusalem-Est. Donc, côté israélien, on prend parfaitement conscience de la gravité de cet acte. L'objectif est évidemment de pouvoir très vite mettre la main sur la meurtrier, évidemment, d'exprimer une très vive condamnation pour éviter un embrasement des territoires palestiniens. Voilà, et tout est fait évidemment pour retrouver au plus vite les assaillants. Maxime, plus de 1000 soldats ont été déployés ces dernières heures pour retrouver ces terroristes, mais également pour parer à tout incident en Cisjordanie. On le rappelle, le Hamas a appelé aujourd'hui à une journée de la colère. Absolument, on parle de 4 bataillons et de 2 brigades d'infanterie déployées en renfort, alors qu'on sait qu'il y a déjà des milliers d'hommes en temps normal déployés en Cisjordanie. C'est un déploiement évidemment considérable. Les barrages sont établis actuellement un peu partout. L'objectif, vous l'avez dit, étant de retrouver d'abord les meurtriers, les auteurs de cet incendie. Et puis l'autre objectif des forces de sécurité israéliennes et notamment de l'armée, c'est de tout faire dans les prochaines heures pour empêcher, ou du moins de contenir des affrontements qui semblent désormais inévitables avec des jeunes lanceurs de pierres palestiniens. C'est un acte grave. Et puis il faut rappeler que ce vendredi avait déjà été décrété journée de la colère à Jérusalem et qu'on redoute des tensions dans la vieille ville et sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées pour les Palestiniens. C'est donc une journée à très haut risque qui s'annonce ce vendredi en Israël et dans les territoires palestiniens. Merci beaucoup Maxime, voilà donc pour cette journée qui s'annonce très tendue aujourd'hui dans les territoires et à Jérusalem. On continue évidemment de développer cette information tout au long de nos éditions. On y reviendra évidemment si d'autres informations nous parviennent. Mais pour l'heure, je me tourne vers vous, Michel. Comme tous les vendredis, on tente de commenter l'actualité de la semaine avec vos dessins. Peut-être d'abord un mot, une réaction sur ce qui s'est joué cette nuit, cet attentat contre une famille palestinienne. Vous savez, moi je pense que un terroriste est un terroriste et le Dieu pour lequel, au nom duquel ils commettent leurs actes, ça n'a aucune importance. Et je pense que si Israël avait autant de fermeté vis-à-vis des terroristes juifs, et il y en a, qu'ils l'ont vis-à-vis des terroristes palestiniens, peut-être que ça ne se passerait pas comme ça se passe. Ça, c'est ce que j'ai à dire ce matin. Allez, on va voir votre premier dessin. Il est peut-être lié à toutes ces situations de tension dans les territoires palestiniens. Une semaine tendue où le mouvement des implantations s'est en quelque sorte réveillé. On marque cet été les 10 ans du désengagement de la bande de Gaza. C'est vrai. La semaine a commencé justement par... c'est pas une commémoration, hein, c'est pas juste, mais disons... Ok, c'était les 10 ans, c'était une date dont on a beaucoup parlé dans les médias et il y a eu un espèce de un réveil de la droite, de cette droite qui est aujourd'hui à la Knesset, représentée de façon très forte. Une tentative de repeuplement de Sanour, donc qui était une implantation de Samarie qui avait été désengagée en même temps que la bande de Gaza. Et j'ai décidé de montrer un dessin que j'ai fait il y a exactement 10 ans, en août 2005, où en fait, voilà, les colons voulaient retourner à Gaza, ceux qui venaient d'en être désengagés, et le Hamas, bon, qui réclame évidemment tout Israël comme étant la Palestine. Ouais. Et je me suis dit, voilà, si jamais je les mets en vis-à-vis, et Sharon, qui était à l'époque Premier ministre, hein, c'était avant son stroke, avant qu'il ne disparaisse de la carte politique, en disant, voilà, j'échange leur pancarte et le tour est joué. Ben, évidemment, c'était une manière un peu d'ironiser sur ce qui se passait à l'époque, mais finalement... On peut le regarder encore aujourd'hui en se disant finalement qu'est-ce qui a changé. C'est ça, 10 ans plus tard. Voilà où on en est. Allez, on poursuit avec cette visite en demi-teinte cette semaine pour Laurent Fabius, accueil mitigé en Iran pour le chef de la diplomatie française. Oui, toute la question, vous savez, même dans les débats qu'il y a eu, dans tous ces pourparlers qu'il y a eu, mais surtout maintenant dans cette visite officielle, on voit qu'un jour après l'annonce d'une future signature d'un accord qui doit encore être abrogé au Congrès et aussi en Iran, déjà se précipitait l'accord des
des hommes d'affaires pour commencer déjà à avoir des contrats avec l'Iran. Tout le monde s'est retenu à cause des sanctions pendant des années. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui se cache derrière ces sourires diplomatiques, d'accord, qui sont affichés par ces gens? Et c'est vrai qu'il y a un grand contentieux entre la France et l'Iran. C'est aussi la France qui a hébergé Khomeini, il faut aussi le rappeler, hein, avant ce qu'on appelle la révolution, qui à mon avis est juste un contraire qu'une révolution, mais ça n'a pas d'importance. Alors finalement, ce n'est pas leurs vraies mains, d'accord, qui se serrent. Ce sont des fausses mains de mannequins de vitrine, d'étalage. Et finalement, ils sont quand même sur leurs réserves. Mais ils sont chacun est en train d'essayer de tirer profit de cette situation. Parce que les idéologies, ça fait déjà longtemps qu'elles sont mortes. Hein. Voilà, mais un passif diplomatique et politique voilà. lourd entre les deux pays. Autre titre cette semaine, on en a beaucoup parlé ici en Israël, c'est la confirmation par la justice américaine de la libération prochaine de l'espion Jonathan Pollard. Ce sera au mois de novembre. Voilà, c'était une grande histoire, d'accord, et les Américains ont été intransigeants par rapport à sa peine, et dans tous les contacts qu'il y a pu y avoir dans des processus de discussion entre Israël et les États-Unis, toujours Pollard était remis sur la table. Il revenait comme une monnaie d'échange courante. Comme une espèce de monnaie d'échange, et j'ai un peu l'impression que quelque part la droite israélienne a un peu transformé Pollard en martyr et presque en héros national, alors que à mon avis, c'est pas du tout un héros national. Mais bon, il va être libéré, mais ça ne veut pas dire qu'il va venir en Israël, parce qu'il est interdit de sortir du territoire. Il est interdit pendant 5 ans de sortir du territoire. Apparemment, il n'était pas seul dans cette histoire. Et bon, je pense que c'était une condamnation exemplaire et que les Américains ont été intransigeants là-dessus. Allez, on va rester aux États-Unis pour parler de politique américaine. Donald Trump, candidat à l'investiture républicaine, poursuit cette semaine encore ses déclarations tonitruantes et ça paye. Il continue de caracoler en tête des sondages. C'est vrai, j'ai voulu un peu m'amuser, c'est pour ça que je l'ai dessiné. Je me suis dit que si je dessine ce pachyderme politicien sur l'éléphant républicain, ça sera joli. Et qu'écrire un républicain, ça trompe énormément, je pourrais le faire qu'une fois, parce qu'à mon avis, il n'ira pas au bout de la course. L'occasion était trop belle. Voilà, l'occasion était trop belle, j'aurais pas souvent l'occasion de répéter ça. C'est pas la première fois qu'il se présente. Non, c'est la deuxième, deuxième ou même troisième, et même aussi comme gouverneur de New York. Il a une ambition politique, mais est-ce que c'est une ambition politique ou est-ce que c'est l'expression d'une mégalomanie égomaniaque? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, la violence de ses propos, la lourdeur de ses propos et le fait que ça le fasse monter dans les sondages montre un peu qu'il se passe quelque chose en Amérique. Là, en ce moment, il se passe quelque chose, mais finalement, j'ai l'impression qu'il n'ira pas au bout de la course. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup de bruit. Pour le moment, c'est bien, mais je n'ai pas l'impression qu'au sein même du Parti républicain, il a véritablement ses chances. Allez, on va finir par une actualité qui s'est jouée en France cette semaine. Elle est économique et le rachat par Patrick Drahi de BFM et RMC. Absolument. J'ai vu la nouvelle, comme tout le monde. Et les articles, tout simplement, parlent de la manière dont il construit son empire, et qui est aussi un empire médiatique et de télécommunications. C'est par un endettement massif, mais finalement qui paye. Et finalement, il est une des grandes fortunes. Et j'ai trouvé que transformer l'adage « qui paye ses dettes s'enrichit » à « qui s'endette s'enrichit » était tout à fait valable pour Patrick Drahi, qui apparemment réussit très bien. Dans cette stratégie. Absolument. Merci beaucoup, Michel. Et puis, comme tous les vendredis, on va parler également d'art contemporain israélien avec vous, Marie. Bonjour, merci d'être avec nous cette semaine. Vous nous emmenez dans une expo d'une des grandes écoles d'art d'Israël, expo de fin d'année. L'école s'appelle Midrasha et ça se passe à l'hôtel Royal Beach de Tel Aviv. Voilà, c'est presque une contradiction ce qu'on est en train de dire. Mais l'école à Midrasha se trouve près de Ranana, au nord de Tel Aviv. Et l'hôtel Royal Beach, qui a ouvert ses portes il y a 2 ans, a reçu la permission de créer un espace communal ou aux voisins ou pour une école d'art. Et donc on peut facilement voir ce que les étudiants de la Midrasha qui sont très loin, les voir ici à la rue Erkon 19 à Tel Aviv. Et là, c'est l'expo des 2e degrés, donc les MFA. Du 2e cycle. Et ce qui est magnifique, très peu d'artistes, il y a 7 artistes qui finissent, c'est vraiment toute une infrastructure énorme pour 7 artistes, et c'est voulu. Chaque élève a à peu près 2-3 tutors avec eux, des profs qui les entraînent, qui les mènent, et c'est vraiment un chemin. C'est un chemin. On va voir les images. Voilà, c'est un chemin. Alors, on arrête ici 1 minute. Vous voyez, c'est très froid, je dirais, cette image. C'est un film vidéo de 4 chiens qui errent dans un espace à Hebron. Et
Et les Palestiniens et les Israéliens jettent de temps en temps des pierres sur les chiens. C'est-à-dire que ces chiens sont à peu près le visage humain de cet état d'âme, de ce conflit. Et donc, l'image de la vidéo suit ces quatre chiens qui vagabondent. Et c'est juste tellement fort comme idée. Voilà, autre chose. Autre chose, c'est une fille qui travaille dans une sorte de piano-bar la nuit. Ouais. Et au lieu de montrer la vérité, elle change la réalité qui devient tout à fait poétique. Comme vous voyez, ça devient vraiment un film presque de nuit, donc de discothèque, mais devient des photos, des styles très forts, noir et blanc. Il y a une très forte atmosphère comme ça de rêve, de nuit. Et puis, nous allons passer à d'autres travaux, si on les voit. Voilà, là, c'est un ramassage, je dirais, d'une archive d'une des élèves qui a ramassé des lettres de ses parents. Et ça devient une photo, une image de l'histoire de l'Holocauste. Et là, c'est une religieuse qui est devenue non-religieuse, qui est devenue religieuse, qui a élevé 4 enfants, qui a pris tous les tissus de la maison, les robes de mariée, et elle les a rendus une sorte de tableau. Et donc, il y a 4 artistes que j'ai choisis qui révèlent la société israélienne d'aujourd'hui. Et ça se passe à l'hôtel Royal Beach de Tel Aviv pour tous les intéressés. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Et puis, comme tous les vendredis, on passe à la revue des médias. On va continuer de parler du grand ménage à Canal. Les auteurs des Guignols sont remerciés. Des révélations également sur un documentaire censuré par monsieur Bolloré en question. Rudy, c'est à vous. Décidément, l'été est très animé du côté de Canal+. Alors la semaine dernière, je vous parlais de ce jeu de chaises musicales du côté des présentateurs et aussi du passage des Guignols en crypté. Alors oui, les Guignols sont sur le papier sauvés, ils gardent leur budget, mais on a appris cette semaine que les auteurs historiques des marionnettes sont tout simplement virés. Une décision interprétée par les observateurs du monde des médias comme l'ultime coup de grâce porté au programme par le nouvel homme fort du groupe Canal, vous l'avez dit, Vincent Bolloré. Alors pour éviter tout soutien, l'état-major de Canal a aussi bien pris le soin de diffuser les salaires de ses auteurs historiques, 35 000 € bruts, histoire d'éviter tout soutien qui se mobiliserait pour quelqu'un qui aurait, en tout cas dans l'opinion publique française, pour quelqu'un qui aurait un si gros salaire. Donc l'affaire est déjà pliée. Ils seront remplacés par des auteurs plus jeunes, moins chers et évidemment plus dociles. Voilà, et toujours concernant Canal+, on le disait, c'est une info révélée cette semaine par Mediapart. Vincent Bolloré lui-même aurait censuré un documentaire qui concerne le Crédit Mutuel. Oui, alors c'est effectivement une des conséquences de la reprise en main de l'homme fort de Canal+, c'est qu'il a de plus en plus mauvaise presse et les langues se délient. Jean-Pierre Canet, qui est rédacteur en chef pour l'émission Spéciale Investigation, révèle dans Mediapart que mi-mai, Vincent Bolloré aurait téléphoné au directeur général de Canal de l'époque, Rodolphe Belmer, pour éviter la diffusion d'un reportage critiquant le Crédit Mutuel. Alors, lors de cette conversation, Bolloré aurait invoqué ses liens très proches avec Michel Lucas, qui n'est autre que le patron du Crédit Mutuel. C'est une révélation qui traduit, s'il fallait, l'ambiance terrible qui règne cet été à Canal. Et on termine par 3 news médias en bref. Le magazine Capital a révélé dans son numéro d'août le coût à la minute des émissions d'Access Prime Time. Avec 2700 € la minute, c'est le jeu Money Drop qui est facturé le plus cher, mais il a pour argument de réunir 20% de téléspectateurs. A noter dans la catégorie pas cher et efficace, les 400 € la minute de Touche pas à mon poste sur D8 pour près de 6% d'audience. Le mauvais élève reste le grand journal qui, avec un coût de 110 000 € par émission, va subir une sévère réduction des coûts à la rentrée. Selon le site jean-marc-morandini.com, Sandrine Quétier et Estelle Denis rejoindront en septembre la bande de Cyril Hanouna sur Europe 1. Une manière de booster l'audience de l'émission Les Pieds dans le Plat qui subit de plein fouet la concurrence des grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Le 30 août prochain, il y aura sûrement du bon goût au programme des MTV Video Music Awards. Et ce grâce à la présence de la présentatrice qui n'est autre que Miley Cyrus. La chanteuse qui, dans la même cérémonie, a créé en 2013 la polémique avec une chorégraphie très osée, l'a officiellement annoncé à sa manière sur son compte Instagram.
Merci Rudy, merci Marie-Chèque. Je vous rappelle la principale information de cette matinée, cet attentat contre une famille palestinienne. Un bébé palestinien d'1 an et demi est mort cette nuit suite à l'incendie de sa résidence. Dans cet attentat, près de Naplouse, en Cisjordanie, les assaillants ont tagué prix à payer, vengeance et longue vie au Messie sur les murs de cette maison incendiée. Sa mère et son frère sont jugés dans un état critique. Ils ont été transférés ce matin dans un hôpital israélien. Le Hamas, de son côté, appelle à une journée de la colère, que ce soit à Jérusalem ou dans les territoires palestiniens. Plus de 1000 soldats ont été déployés pour retrouver les terroristes, mais également pour parer à tout incident. Aujourd'hui, la classe politique israélienne condamne unanimement, dont le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Voilà, on continue évidemment de développer cette information dans nos prochaines éditions. Portez-vous bien.